problème du XXe siècle est le problème de la ligne de partage des couleurs. Citation assez frappante de l'auteur William Edward Bogard Dubois, encore affectueusement appelé Webb Dubois. On comprend à partir de cette présentation assez dense, encore que tout n'a pas été dit, que Webb Dubois a été un fervent défenseur de la cause des Noirs. On ne va pas parler de race noire, on va parler de la cause des Noirs. Et à partir de là, on retient justement que Webb Dubois reste une figure marquante. Et aujourd'hui même, dans nos actions, dans nos activités, si on manifeste cette défense-là, cette cause à l'endroit des Noirs que nous sommes, c'est à partir justement de ces quelques travaux présentés dans ce reportage et dans cet entretien. L'attitude de l'État du Cameroun à l'égard de ce passé-là, ce n'est pas propre à l'État du Cameroun. Exceptionnel, oui. Non, non. Tous les pays du monde ont un problème, qui ont connu des traumatismes dans le passé, gèrent la mémoire, ce passé-là, de façon sélective. La mémoire officielle est toujours sélective, en fonction de l'idéologie de l'État. La ville est toujours en processus de transformation permanent, disons, des modes de vie, du fait d'une série de facteurs au rang desquels il y a bien sûr la détermination administrative. On décide de faire de Yaoundé la capitale. Ça fait converger vers Yaoundé toute une série d'administrations, toute une série, disons, d'infrastructures. Et ces infrastructures finissent par aspirer les différentes énergies. Alors ça crée, disons, un modèle de relations sociales et de construction de l'espace qui va être en quelque sorte caractérisé par la ville. Cette définition que vous donnez a des relents en termes de mode de vie qui m'inspire la question suivante, qui est en lien avec la question des identités qui vous intéresse aussi. Est-ce qu'il y a une ville africaine? Est-ce qu'il y a une conception, on peut dire, classique, générale, holistique de la ville et une conception qui peut être davantage située? Est-ce que la ville africaine, la ville camerounaise est la ville américaine? Oui et non. Alors ma réponse, notamment dans le cadre de ce livre, ça va être une réponse dialectique, en observant qu'effectivement, d'abord aujourd'hui, le monde se métropolise. On se rend compte que les statistiques disponibles indiquent que plus de la moitié de l'humanité aujourd'hui vit dans les grands espaces urbains. D'ailleurs, il se dit que toute l'humanité peut rentrer dans le Texas, chacun avec une petite maison de ceci. Donc, on se rend bien compte que ce qui tend à se mondialiser aujourd'hui, c'est la ville. Or, la ville, ce n'est pas simplement son architecture et sa forme. C'est surtout, comme tu le signales si bien, un mode de vie. Il faut dire que Angolon, c'est le nom dans presque toutes les langues bétis, hein, il y en a plusieurs. Angolon, c'est le nom d'un petit oiseau qu'on peut traduire en français par le rossignol, qui chante merveilleusement bien. L'oiseau angolon a la particularité de ne pas avoir un chant répétitif, comme beaucoup d'oiseaux qui chantent tout le temps la même chose, de la même façon. Alors, angolon, lui, il peut varier de chansons, il peut varier d'intonation, il peut varier de mélodie, et c'est tellement captivant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet oiseau pour faire le titre de cet ouvrage, pour magnifier en fait la diversité, la richesse, la pertinence de la culture ékan. De la culture ékan qui, comme vous le savez, c'est une culture bantoue qui prend tout le sud du Cameroun, tout le nord du Gabon, toute la partie continentale de la Guinée équatoriale, mais aussi le Congo et même jusqu'en RDC. Les éléments constitutifs de notre planète à l'échelle élémentaire sont en constante collision. Ce qui fait que la Terre par elle-même s'autodégrade progressivement. C'est-à-dire, une Terre qui s'autodégrade et en excluant l'industrialisation qui a créé ce que vous appelez aujourd'hui le réchauffement climatique. Ça veut dire que quand même il n'y aurait pas de réchauffement climatique,
l'étude des systèmes, de la physique des systèmes complexes nous montre que la Terre par nature peut s'auto-dégrader. Pendant que nous célébrons la Coupe d'Afrique des Nations du côté de Yaoundé, il semble que ça ne va pas du côté de l'extrême nord. Tout à fait. Que se passe-t-il, docteur? En fait, il y a un mouvement d'humeur du côté de Kousséri-Centre, suite, n'est-ce pas, aux affrontements qui se sont déroulés il y a si peu entre Mousgoum et Arab Choua. Naturellement, une enquête a été ouverte pour déterminer, n'est-ce pas, qui a fait quoi et que, en tout cas, des éventuelles poursuites judiciaires devraient s'en suivre. C'est un discours normal dans le cadre des échanges dans l'espace international. Vous avez toujours des représentants des factions qui prennent le pouvoir, qui s'opposent, qui se fondent sur le nationalisme. Et c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de discours. Mais ce discours est tenu depuis que ces autorités se sont installées aux commandes du Mali. Mais ça n'a pas empêché à ces autorités de négocier avec le médiateur CEDEAO au Mali, Goodluck Jonathan, et d'avoir un préaccord. Même si cet accord n'a pas été respecté pour les élections en février, la CEDEAO ne va pas baisser les bras. La CEDEAO va nécessairement continuer à discuter. Professeur, quel est l'impact de ces idéologies sur le modèle de développement? Le développement pour vous, est-ce qu'il y a un développement qui soit un développement universel ou le développement est une réalité qui est située? Je vous remercie. Je crois que nous devons partir pour moi, une vérité fondamentale. Le développement ne peut être qu'une gestion différentielle, n'est-ce pas, du réel de société à société. Ce qui signifie que le modèle du développement devrait émerger, n'est-ce pas, de la société elle-même qui se développe, d'une part, et deuxièmement, qu'il n'y a pas à imposer de l'extérieur, de manière extrinsèque, un modèle en fonction de visées, d'options, d'objectifs qui n'émergeraient pas de la société elle-même. Or, ce à quoi on a affaire, c'est que la plupart des modèles qui ont été ou qui sont postés, qui nous sont présentés, ne sont pas des modèles ni émergents de notre propre société, ni téléologisant les intérêts de cette société. Même sur la première de couverture d'ailleurs. L'idée en fait c'est de valoriser l'art dans toute sa splendeur. Aujourd'hui on a des artistes, on est au Cameroun et on a de très bons dessinateurs. Moi j'ai été fan des BD dès le bas âge. Donc quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit comment allier ma passion, mes deux passions en fait. Moi je ne fais pas les dessins mais j'adore. Dès que j'ai une BD sous la main, tant que je ne l'ai pas parcourue en entier, je ne vais pas m'arrêter. Et je me suis dit, bah, c'est une idée géniale. Au lieu de mettre des photos, comme ça se fait souvent, je peux aller sur des croquis. Et je pense que beaucoup ont aimé l'idée. L'accès à une eau propre et à des installations d'assainissement adéquates est un droit fondamental et un facteur du développement dans les domaines tels que l'agriculture, l'élevage, l'énergie, la protection de l'environnement et surtout la croissance économique. Alors c'est pour soutenir l'innovation. On a eu besoin de ces noms parce qu'il y avait déjà une terminologie existante. Vous voyez un peu. En termes d'unité de traitement autonome, d'assainissement autonome, il y avait déjà une technologie, mais cette technologie-là n'était pas encadrée. Chacun qui allait de son propre gré. Alors il fallait s'entendre pour définir les exigences communes afin de soutenir cette innovation-là, parce que c'est une nouvelle technologie.
Le tradithérapeute africain est donc celui qui demande aux malades, qui demande aux patients de reconnaître d'abord ses fautes, parce que l'Africain, dans sa médecine patrimoniale, estime que le malade a toujours quelque chose à se reprocher par rapport à la pathologie dont il souffre. Parce que l'origine de la maladie et de la mort chez le négro-africain est triple. On peut avoir rompu une loi divine, à cause de ça, on peut tomber malade et mourir. On peut avoir rompu une loi naturelle, une loi de la nature, on peut tomber malade et mourir. Si on rompt une loi sociale, on peut tomber également malade et mourir. C'est pour ça que la médecine africaine demande aux patients de passer d'abord à confesse, c'est-à-dire qu'ils s'expriment afin que l'on puisse mieux maîtriser les diagnostics. Donc, très simplement, je dis, la médecine patrimoniale africaine a ses canons, a son orthodoxie, et il vaut mieux la respecter et ne pas chercher qu'elle aille se mouiller, qu'elle aille se mêler avec la médecine dite moderne. Le livre et nous, c'est la thématique de notre petit doc que nous voulons partager ensemble. Et cette thématique repose sur le constat selon lequel nos librairies, nos bibliothèques, quand elles existent, ne sont pas fréquentées. Et en posant la question sur notre rapport au livre, nous voulons bien nous interroger sur comment est-ce que nous nous conservons. Quel est ou quels sont nos modes de transmission? Comment est-ce que nous transmettons à nos enfants, à la postérité, nos connaissances, nos savoirs et nos pratiques? Nous remarquons quand même qu'avec les divers changements qu'on peut observer dans le monde ou dans les mondes, les nouveaux types de comportements qui arrivent, quelquefois, nous, parents, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que nos enfants ne vivent pas comme nous avions vécu à notre époque. Non pas que nous souhaitions nécessairement que les enfants vivent comme nous à notre époque, mais davantage parce que nous pensons que dans nos cultures, dans nos manières d'être, il y a des valeurs qui peuvent être conservées. Et que si elles avaient été conservées, elles auraient certainement permis que nos enfants aient des piliers sur lesquels ils pourraient construire leur vie. Alors, sur l'effet de la cause, je dirais que Dominique Ongwen, en fait, c'est un homme de 45 ans qui vient d'être condamné. Mais en réalité, c'est aussi un enfant de 9 ans qui avait été enrôlé dans l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda. C'est un groupe rebelle ou bien un groupe religieux qui avait pour prétention d'installer, de créer en fait une sorte de califat chrétien sur 4 territoires, à savoir l'Ouganda, la RCA, la RDC et le Soudan. L'objectif donc de ce califat chrétien étant d'y appliquer les 10 commandements. Mais visiblement aussi c'était un groupe rebelle qui était opposé principalement au pouvoir ougandais. La spécialité donc de ce groupe, c'était d'enrôler les jeunes enfants pour combattre à ses côtés. Et au moment où Dominique Ongwen est condamné, on note environ 60 000 enfants qui ont été enrôlés par l'armée de résistance du Seigneur. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Dominique Ongwen sera donc enrôlé à 9 ans, grandira dans la LRA, Lord Resistance Army, et plus tard, prendra les commandes d'une brigade de cette armée de résistance du Seigneur qui est la brigade Signa. Vous abordez une pluralité de questions et nombreuses sont les questions que j'avais prévu de poser qui ont déjà été répondues. Vous parlez de christianisme européocentriste, ça m'a beaucoup amusé dans le titre 1. Ou dans le titre 3, lorsque vous parlez de ce que vous avez découvert dans la galaxie catholique, les termes sont très bien choisis. Il y a 2 séquences qui m'intéressent et sur lesquelles je voudrais vous entendre. D'abord, l'avènement de la basilique. Vous avez été un témoin privilégié. Oui.
on se pose toujours des questions sur l'histoire de cette architecture, de cette œuvre architecturale majeure de notre cité. Que pouvez-vous nous dire sur l'avènement de cette basilique? Et enfin, l'après Jean Zouas. Après Jean Zouas, il y a eu Monseigneur Woking de regretter mémoire aussi, et Monseigneur Bacotte. Comment vous évaluez aujourd'hui, après quelques décennies, l'après Jean Zouas, la basilique et l'après Jean Zouas? Écoutez, déjà, vous savez que le livre, c'est une triptyque au sens de la présentation de personnalité. Il y a Woking, et puis il y a le Père Ours. Il y a des œuvres qui font une vie. La basilique fait la vie de Monseigneur Jean Zouas. La thèse. Professeur, qu'est-ce qu'une thèse? Avant de revenir peut-être précisément sur la thèse de doctorat, qu'est-ce qu'une thèse et à quoi renvoie l'idée de thèse? La thèse, c'est un exercice de pensée, de réflexion et de recherche à travers lequel celui qui la soutient doit défendre une position. Il doit défendre cette position en utilisant une argumentation rationnelle, une argumentation qui n'est pas seulement fondée en logique, mais qui est également fondée de manière concrète, de manière empirique. La première question qui me vient à l'esprit, qui est d'ailleurs en lien avec le titre extrêmement évocateur que vous avez choisi, valeur fondamentale parfaite. D'abord, qu'est-ce qu'une valeur? Oui, moi j'ai découvert tout cela en écrivant. Vous imaginez, c'est des mots qu'on prononce chaque jour, mais sans en savoir ni la quintessence, ni la profondeur, ni à quoi ça sert. Et justement, quand j'écrivais, donc, j'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai la bonne définition. La valeur, c'est ce qui est important, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui importe l'adhésion de tous. Parce qu'il y a là-dedans la vérité, il y a là-dedans la puissance, il y a là-dedans tout ce qui est convaincant. C'est ça de la valeur. Quand on dit que c'est ça de la valeur, ça a toutes ces caractéristiques qui permettent de transformer le réel et son propre réel, et soi-même et le réel. L'école, après avoir, disons, l'école est la cible. Parce que même la définition du concept nous renvoie à ça. L'école est la cible. Et après l'école, quoi? C'est quoi? C'est-à-dire que c'est non à l'école occidentale, oui à quoi? L'école est la cible parce que l'école est un creuset par excellence où commence l'éducation de l'homme. Alors, il cible donc l'école parce que les valeurs qui régissent la société sont diffusées donc par l'école. Et après l'école, ça peut être aussi les hôpitaux, ça peut être les centres de commerce, ça peut être les lieux de culte. Donc voilà l'objectif. Le problème, c'est la guerre, c'est une guerre qui commence par l'école et qui embrase tout le reste de la société. Tous les autres secteurs de la société. C'est-à-dire que c'est un choc des civilisations, il faut le dire. C'est un choc de civilisation, pour reprendre Samuel Pierre Huntington. Oui. Docteur Éric Lipop Romuald, bonjour. Oui, bonjour. Merci de répondre favorablement à l'invitation de Wafrica TV ce matin. Et au sujet d'une loi de finances 2022 qui au Cameroun suscite quelques questions. On parle d'une loi sur la tontine. Sauf qu'en parcourant la loi, nous n'avons pas vu de mot tontine dans la loi. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Bien, merci. Il s'agit précisément du projet de loi
dessinant au cours de l'exercice 2022, qui a été adopté par les députés et puis les sénateurs et qui attend promulgation de la part du chef de l'État. Oui. Et ça dit précisément d'une disposition dans cette loi de finances, disposition relative au Code général des impôts et qui, de manière précise, parle de la taxation des organismes à but non lucratif. Oui. Bien. De quoi s'agit-il précisément? Parce que depuis quelque temps, nous avons suivi beaucoup de choses qui vont dans tous les sens et qui créent en quelque sorte une polémique autour de cette disposition. Il est important d'indiquer précisément ici que les organismes à but non lucratif, précisément la fiscalité, elle impose les revenus. Donc, chaque fois qu'il y a revenu, il y a impôt. Docteur Richard Macon, nous allons commencer par comprendre le concept de coup d'État. Et c'est à vous que je passe la parole. C'est quoi un coup d'État? Je crois que tout à l'heure, mon frère, le docteur Frédéric Foka, serait mieux à même d'y apporter les définitions du point de vue des différentes subtilités, mais je peux dire d'emblée qu'on appelle communément un coup d'État un renversement d'un pouvoir établi, que le pouvoir a été établi sur une base totalement démocratique et donc légitime, ou que le processus qui a amené à la constitution de l'État ne soit pas légitime. Ici, la légitimité du pouvoir n'intervient pas, ne compte pas, dès lors que du point de vue de la légalité, le pouvoir en place a respecté un minimum d'usage et de trajectoire pour l'installation de celui-ci. On considère donc un renversement de ce pouvoir par une autre autorité d'État, quelle que soit cette autorité, mais quelqu'un qui est investi d'un pouvoir d'État. Cela correspond effectivement à un coup d'État, ce que nous appelons dans la nouvelle terminologie africaine du droit international pénal et du droit international classique tout court, les changements anticonstitutionnels du régime. D'ailleurs, le concept a été repris par le nouveau droit constitutionnel africain. Est-ce que les coups d'État intéressent le droit international pénal? Et comment est-ce que le droit international pénal comprend la notion de coup d'État? Alors, est-ce que les coups d'État intéressent le droit international pénal? Je dirais non. Le droit international pénal, non. Parce que le droit international pénal régit un certain nombre d'infractions qui sont au nombre de 4 et qui sont connues pour le moment: le crime de génocide, le crime d'agression, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Donc, stricto sensu, le droit international pénal ne régit pas les coups d'État. Par contre, le droit africain pénal, justement, régit les coups d'État parce que lui, il va plus loin avec 14 infractions, contrairement au droit international pénal qui n'en a que 4. Le droit africain pénal, ou bien le droit pénal africain, est composé de 14 infractions, parmi lesquelles, justement, les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et dans les changements anticonstitutionnels de gouvernement, il est fort intéressant de voir qu'il y a un distinguo, celui qu'opérait le docteur Macon tout à l'heure, entre les coups d'État, les putsch, et les manipulations de la Constitution à l'effet de maintenir un groupe ou un homme au pouvoir. Oui.